Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Voici sans plus tarder la suite de la cosmologie officielle et censurée. Nous en avions terminé avec Newton et sa loi de gravitation universelle grâce à la chute d'une pomme. Septièmement, le pendule de Foucault. Le français Léon Foucault donne une preuve irréfutable en 1851 que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même. Il construit un énorme pendule qu'il fait pendre en dessous du plafond du Panthéon et il le fait osciller pendant une journée entière. Au fil des heures, le pendule change de plan d'oscillation, ce qui prouve que la Terre tourne sous le pendule. À ce moment-là, l'Église est obligée d'abandonner la théorie de la Terre qui est immobile au centre de l'univers. Huitièmement, Michelson et Morley et l'énigme de l'éther. Un mathématicien nommé James Maxwell vient de découvrir 4 équations qui portent son nom. Ces formules ne concernent que l'électricité et le magnétisme, mais à cause de ces formules, tous les physiciens se mettent à croire en un fluide mystérieux qui transporterait la lumière. Ils donnent un nom à ce fluide, l'éther ou éther luminifère. Attention, cet éther n'est bien sûr pas du tout le désinfectant qui sent très fort et qui donne une sensation de froid quand on l'applique sur la main. Non, il fait référence au 5e élément des Grecs de l'Antiquité. On ne peut pas le sentir, il n'a pas de masse et pas d'odeur. C'est un fluide impalpable qui ne sert qu'à transporter la lumière. Les physiciens déduisent que si cet éther existe, il doit être immobile et remplir tout l'univers puisque l'on voit toutes les étoiles. Et comme on pense que la Terre tourne autour du Soleil à la vitesse prodigieuse de 30 km par seconde puisqu'elle tourne autour du Soleil en un an, il devrait être possible de détecter un vent d'éther de cette vitesse-là, 30 km par seconde. 2 scientifiques américains construisent alors un appareil capable de détecter et de mesurer ce vent, l'interféromètre. Mais quand ils le mettent en marche, l'appareil ne mesure rien ou donne un résultat aberrant. Le monde entier de la physique est dans l'impasse, dans l'attente d'un génie qui pourrait résoudre l'énigme de l'éther. 9e épisode, Albert Einstein. En 1905, Einstein, un jeune employé d'un bureau de brevet en Suisse, résout l'énigme de l'éther et révolutionne la physique en publiant 4 articles. Et cela sans occuper aucun poste de professeur d'université, sans l'aide d'aucun laboratoire, tout simplement en se servant d'expériences de pensée, d'un papier et d'un crayon. Dans le premier de ces 4 articles, il présente une preuve expérimentale de ce que la lumière est composée de petits paquets d'énergie qu'il appelle quanta. C'est le début d'une nouvelle branche de la physique quantique. Dans le 3e article, il résout l'énigme de l'éther en fondant une autre nouvelle théorie, la relativité restreinte. Cette théorie dit ceci: l'éther est inutile. Qu'il existe ou pas, cela n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde, est la même dans tous les référentiels. Un référentiel est un système dont tous les éléments ont la même vitesse. Par exemple, si vous êtes chez vous, assis dans votre canapé, votre maison forme avec vous le référentiel 0. Si vous voyagez dans un avion, vous vous trouvez avec cet avion dans le référentiel 800 km/h. Eh bien, cette théorie dit que peu importe la vitesse à laquelle vous avancez, la lumière aura toujours 300 000 km par seconde de plus que vous. Même si vous vous trouvez dans une fusée se déplaçant à 250 000 km par seconde, par exemple, le quantum lumineux vous dépassera avec 300 000 km par seconde de plus que vous. Einstein en déduit que plus on se rapproche de cette vitesse, plus l'espace va se rétrécir et le temps se dilater. Pour calculer ces modifications de l'espace et du temps, il utilise 2 formules appelées transformation de Lorentz. Hendrik Lorentz est un physicien néerlandais
qui avait conçu ces formules parce que les équations de Maxwell changeaient de forme lorsqu'une charge électrique se déplaçait à vitesse constante. Si vous ignorez ce qu'est une charge électrique, ce n'est pas grave. Sachez juste pour l'instant que ça existe. Mais le brave Lorentz ne s'était pas rendu compte que ce petit outil mathématique avait une telle importance pour la physique. C'est Albert Einstein qui a le mérite d'avoir découvert l'utilité et la portée de ces deux formules qu'on appelle quand même formules de Lorentz. Dans son 4e article, Einstein révèle l'une des plus belles formules de tous les temps, E égale mc2 ou E égale mc carré. Cela veut dire que l'énergie et la masse sont équivalentes. Elles sont comme les deux faces d'une même réalité. L'énergie contenue dans la masse est égale à cette masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Une quantité énorme d'énergie donc contenue même dans les masses les plus petites. Ensuite, 10e épisode, c'est la théorie du Big Bang. La relativité restreinte ne concernait que les objets se déplaçant à vitesse constante. Il fallait donc l'étendre au déplacement accéléré. Cela nécessita des calculs extrêmement compliqués, mais Einstein réussit et trouva alors l'équation de la relativité générale. Cette équation permettait de décrire la gravitation de Newton avec plus de précision. En effet, cette équation affirme que la masse a le pouvoir singulier de courber l'espace et le temps, ce qui se manifeste par la courbure des rayons lumineux au voisinage des étoiles ou des galaxies qui sont très lourdes. Ainsi, l'étoile blanche que l'on voit à gauche du Soleil ne se trouve pas à l'endroit où l'homme la regarde. Sa position réelle est derrière le Soleil à droite. L'illusion est due au fait que dans le voisinage du Soleil, les rayons lumineux de l'étoile blanche sont déviés, ce qui fait que l'homme sur la plage voit l'étoile dans le prolongement de la trajectoire des rayons, qui sont déviés. La relativité générale prédisait également des choses étranges qui ont été confirmées par la suite, comme les trous noirs. Ensuite, le prêtre physicien belge Georges Lemaître et l'américain Friedman découvrirent que cette équation de la relativité générale impliquait que l'univers s'étendait continuellement. S'il s'étendait, cela voulait dire que dans le passé, il était tout petit et chaud, voire infiniment petit et infiniment chaud. Il devait donc y avoir eu un moment initial où l'univers avait jailli dans une sorte d'explosion initiale. Cette explosion devait laisser une trace sous la forme d'un rayonnement particulier qui fut découvert par accident dans les années 60. Lors d'un débat dans une émission à la radio, quelqu'un se moqua de cette théorie en l'appelant Big Bang. Ce nom lui est resté. Enfin, nous arrivons à la création dans les années 50 de la NASA, l'agence spatiale américaine. Nous sommes alors en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'était une épouvantable dictature qui avait pris le contrôle de la Russie depuis 1917 et qui y a fait des millions de morts et de prisonniers politiques. Les deux pays se livrent alors à une dangereuse course à l'armement nucléaire et à la conquête spatiale. Chaque réussite des soviétiques inquiétait le monde libre. Ils avaient réussi en effet le premier satellite et le premier homme dans l'espace. Mais heureusement, en 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong devint le premier homme sur la Lune. Ensuite, ce fut un véritable festival américain dans l'espace. Il y a eu la navette spatiale à partir des années 80 et, avec l'aide de l'Europe, la station spatiale dans les années 90. Tout cela nous a livré des images toujours plus belles et spectaculaires de la Terre ronde grâce aux sorties des astronautes dans l'espace et aux satellites. Satellites grâce auxquels nous avons en plus les images météo, les systèmes GPS et l'Internet. Les plus avertis apprennent en plus que des administrations gouvernementales avouent de plus en plus officiellement détenir des images d'ovnis inexpliquées. Tout cela confirme que Copernic, Bruno et Galilée avaient entièrement raison
et que l'Église catholique s'était complètement trompée. L'Église est ainsi reconnue coupable d'avoir forcé des populations entières à accepter un enseignement scientifique faux pour lequel elle n'avait aucune compétence. Coupable d'avoir menacé Copernic et d'avoir persécuté, condamné et brûlé vif le pauvre Giordano Bruno. Coupable enfin d'avoir traîné le pauvre Galilée devant les tribunaux alors qu'il ne faisait que son travail de chercheur. Un fil rouge se dégage de cette histoire officielle de la cosmologie, celle de l'humanité qui s'éveille lentement de l'ignorance, de la superstition et de la soumission aux religions vers la connaissance et la liberté face à toutes les religions et spécialement celle de l'Église catholique. C'est tout pour le moment. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la ligne du temps associée à cette cosmologie et nous visiterons notre ignorance mathématique en 4 étapes. Mais vous pouvez découvrir tout cela dès maintenant dans mon livre La vérité immuable et l'erreur scandaleuse, en vente sur le site amazon.fr pour 24,90 €. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager à vos amis.